Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast où on explore des scénarios romantiques toujours plus délirants. Salut, moi c'est Anaïs et je suis insomniaque. Et moi, c'est Marie et je dors très bien la nuit. Voilà. Je te hais. Aujourd'hui, on va regarder un classique de la comédie romantique américaine qui n'est pas aussi connu en France qu'aux États-Unis, qui s'appelle While You Were Sleeping en anglais. Mais attention, il y a une série, si vous tapez While You Were Sleeping sur Google, ce que vous aurez, c'est une série coréenne. Mais ça n'a rien à voir. Là, c'est un film avec Sandra Bullock de 95 qui s'appelle en français L'amour à tout prix. Anaïs, qu'est-ce que tu sais de ce film ? Je ne sais rien, à part que ça veut dire pendant que tu étais en train de dormir. D'après ce que tu m'as dit, je m'attends effectivement à ce qu'il y ait quelques questionnements sur la notion de consentement. Ah bon, je te dis ça ? Tu m'as dit que tu étais très curieuse de voir comment j'allais recevoir le film. Tu m'as dit que c'était un peu barjot, donc je m'attends à ce que ce soit complètement perché en termes d'intrigue. Je devrais pas ? Pas à ce point, hein. C'est pas du David Lynch. Ok, non, parce que moi, j'imagine des trucs de ouf depuis que tu m'en parles. Parce qu'il faut préciser que ça fait des mois. Vous imaginez pas depuis combien de temps on constitue les listes de films qu'on est en train de regarder. C'est très compliqué, hein. C'est très compliqué de les choisir parce qu'on a un nombre limité normalement pour la saison et qu'on a beaucoup de choses qu'on veut faire découvrir à l'autre, quoi. C'est ça. Et donc, honnêtement, ça doit faire quasiment un an qu'on réfléchit aux films qu'on veut mettre chacune sur notre liste et comment on va faire le tri. Et donc, celui-là, je sais qu'il a été plusieurs fois sur la liste, puis enlevé, puis remis, puis enlevé. En fait, j'ai toujours voulu te le faire découvrir, mais c'est vrai que la question, c'était de trouver une comédie romantique de fin d'année, donc Noël, jour de l'an. Et il y en avait plusieurs en lice. Il y avait La Garçonnière, que je te ferai quand même découvrir, avec Jack Lemmon. Il y avait aussi Moonstruck, avec Cher et Nicolas Cage. Tu l'as enlevé, celui-là ? On le verra quand même, mais... Je veux trop le voir. Peut-être pour la saison 2 en 2023. Mais au final, j'ai choisi celui-ci. Parce que je l'adore. Et parce que j'adore Sandra Bullock. Et que je pense que c'est une des reines de la comédie romantique. Et que tu as déjà vu La Proposition. Donc, je voulais te faire découvrir celui-là. Et oui, parce que je l'ai revu récemment. Et que t'attends pas à un truc complètement délirant. Mais c'est un peu le genre de comédie romantique un peu typique où il y a toujours un prémisse un peu absurde, quoi. Voilà. Ok. Parce que moi, depuis que tu m'as dit, tu vas voir, c'est complètement absurde, j'ai commencé à imaginer qu'il y avait un élément surnaturel dans l'intrigue. Ah. Et donc, peut-être à base de La Belle au bois dormant, tu vois. Ah, waouh. Putain, elle va être déçue. Et non, mais parce que où je sais qu'il y en a, par exemple, où il y a des histoires, je crois qu'il y en a une avec Drew Barrymore où elle est amnésique. Et je me suis dit, ça a l'air d'être un truc un peu comme ça, où genre ça va vraiment loin dans le concept de science n'est pas vraiment respecté. Mais oui, en gros, moi, c'est à ça que je m'attendais. Enfin, j'imaginais que, du coup, clairement, il va faire des choses qu'il ne devrait pas faire pendant qu'elle dort ou pendant qu'elle est inconsciente. Donc, c'est elle qui dort ? Je pense. Mais bon, peut-être que j'attribue des rôles genrés sur la personne consentante et non consentante que je ne devrais pas. Mais oui, c'est ce que j'imagine. Donc, je m'imaginais peut-être même qu'il la faisait dormir, ce qui là serait carrément du date rape. Mais pourquoi pas, hein, on a vu plein de comédies romantiques absolument dégueulasses. Donc, tu penses que ce serait le genre de film que j'adorerais ? Un film où le mec endort sa proie. Non, je sais pas, mais en tout cas, je sais que tu adores Love Actually, qui est... Non, ça va pas ou quoi ? Ah bon ? Mais pas du tout, mais ça va pas te dire des trucs comme ça. Mais j'ai jamais adoré Love Actually. C'est vrai ? Mais non. Ah, bon, ça va J'adore alors. Bridget Jones, que tu as déjà descendu. Oui. J'adore 4 mariages en enterrement. J'adore Pretty Woman, problématique, ok, je les adore. Mais alors, Love Actually, non. Ouais, c'est ça, parce que pour moi, Love Actually, on est quand même hyper loin sur le côté prédateur, justement. Ah, sur le mec qui vient avec sa pancarte, oui. Mais voilà, donc je suis très curieuse. J'adore Sandra Bullock. Je pense qu'on va s'amuser. Tu vas adorer ce film, j'en suis sûre. Tu vas adorer ce film, j'ai tellement hâte. Petite tradition, tu vas découvrir l'affiche du film et tu vas essayer de deviner de quoi il s'agit. Peut-être que ça va t'indiquer d'autres choses. Alors, ok, j'ai énormément de réactions là. Ça se bouscule dans ma tête. Déjà décrit. Je sais même pas par recommencer. Ok, donc je garde. Ok, je décris. Donc non, je peux pas commencer par décrire. D'abord, il faut que je dise que l'homme, c'est Bill Pullman. Et que c'est tellement mon crush, je l'adore. Mais oui. Bill Pullman, déjà, c'est le président de l'Amérique dans Independence Day. C'est le père de l'Amérique. C'est un des hommes les plus beaux des années 90 au cinéma. Je l'aime tellement, tellement. T'es pas prête. Non mais j'adore Bill Pullman.
Vraiment, mais il est très très haut dans ma liste. Putain, je suis tellement contente d'avoir choisi ce film dans ce cas-là parce que, ouais. Ah ouais, non, mais c'est le père dans Casper aussi. C'est vraiment, enfin, c'est l'origine de mes daddy issues en fait. Enfin, vraiment, je creuse depuis des années, mais c'est à cause de lui. C'est le père dans Casper. Je l'aime trop. Oh mon Dieu. J'étais obligée d'abord parler de ça. Donc, c'est Bill Pullman, qui est en plus, j'aime bien comment il est habillé sur l'affiche. Il a des petites desert boots. Et donc, il est sur une plateforme de métro. Il tient Sandra Bullock dans les airs, dans ses bras. Et il y a un métro qui arrive. Donc, déjà, j'ai hyper peur qu'il la jette sous les rails. Donc, je sais pas, est-ce qu'il va y avoir un accident de métro, un truc surnaturel, ou genre, il faut qu'elle se prenne un métro pour reprendre conscience, ou un truc comme ça. Je sais pas. La plateforme a l'air vieille parce que c'est une plateforme en bois. Donc, je me dis à quelle époque ça se passe. Parce que les plateformes de métro en plancher, ça remonte. Est-ce qu'il y a un voyage dans le temps? Et la tagline en dessous du titre, c'est « A story about love at second sight ». Donc, l'amour au deuxième regard. Soit il est tombé amoureux d'elle quand elle était dans le coma. C'est ce qui me paraît le plus plausible depuis le début. Ce que j'imagine, c'est qu'elle est dans le coma. Et donc, il est tombé amoureux d'elle quand elle était dans le coma. Et ensuite, il va essayer de la retrouver ou de la séduire une fois qu'elle est réveillée. Sauf que lui, du coup, il a changé d'un coup. Hein. C'est plus un date rape parce que là, c'est Bill Pullman. Alors, c'est plus possible. Non, mais ce qui veut pas dire que c'est plus romantique, on va dire. Je suis pas sûre que ce soit plus romantique. Mais il va essayer de la séduire alors qu'elle, elle sait pas du tout qui est ce mec. Mais lui, il s'est déjà construit toute une histoire dans sa tête avec elle parce qu'elle était dans le coma quand ils se sont rencontrés. Peut-être que c'est lui qui l'a mise dans le coma parce qu'il était conducteur de métro et qu'il l'a renversée et qu'il a une culpabilité. Tout l'épisode, ça va juste être des suppositions continues. C'est génial. Et donc, il va à son chevet en lui disant « Je suis désolée, c'est de ma faute si t'es dans le coma. » Et là, il tombe amoureux d'elle. Tu sais pourquoi j'essaye de penser à tous ces trucs? C'est parce que j'ai vu très récemment Last Christmas avec Emilia Clarke et Henry Golding, qui est une abomination. Et qui en plus fait par Paul Feig, qu'on adore toutes les deux. Ouais. Et j'étais là, pourquoi? Bon, je vais pas vous spoiler Last Christmas, mais bon, c'est littéralement l'histoire de la chanson de Wham. Où du coup, elle tombe amoureuse. J'ai envie de faire pipi, et c'est très dur de rire autant. Elle tombe amoureuse d'un mec qui lui a donné son cœur, ou l'inverse, je sais plus si c'est lui ou elle, mais bref, c'est absurde. Et j'imagine un truc comme ça. Putain, j'ai tellement hâte qu'on regarde. On va aller regarder. Voilà, et Marie va aller faire pipi. For Lucy, loneliness was a way of life. Joe Jr.'s still single. Yeah, it's a shocker. But the moment she saw Peter, she became a believer in love at first sight. He was perfect. Then fate stepped in. Mister! There's a train coming! Oh, God, you smell good. Now she's part of his life. He's in a coma. Oh, I was gonna marry him. Who's she? She's his fiancée. No. Peter's engaged. She saved his life. Part of his family. That's right. You haven't met Jack yet. Welcome to the family. It's funny, my brother never mentioned you. You have to tell me what to do. I like Jack. Pull the plug. You are sick. I'm sick. You're cheating on a vegetable. Anaïs, tu as enfin vu While You Were Sleeping, qui en français s'appelle donc L'amour à tout prix, qui est un titre qui ne veut rien dire. Ouais, mais je comprends. Parce que toi, si t'étais face à Bill Pullman, ce serait L'amour à tout prix. Bah non, mais parce que c'est vrai que la raison pour laquelle elle fait toute cette histoire, c'est parce qu'elle est un peu désespérée. Donc, à tout prix, ça marche bien, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais le titre anglais a quand même donné lieu à un bon commentaire de ta part. Donc, c'est lui qui était sleeping. Quoi? C'est lui qui était sleeping pendant qu'il était sleeping. Tu sais pas? Tu sais pas si c'est lui qui était... Mais là, il est en train de sleeping. Tu sais que c'est lui qui est dans le coma, c'est pas elle. Je me fatigue tellement. Et toi aussi, visiblement. Bah non, mais moi, j'étais en train de préparer une tisane à côté, donc je t'écoutais qu'à moitié. On dirait vraiment un vieux couple, tu sais. Toi, t'as dit quoi? Sleeping. Bon, qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, j'ai trouvé que c'était vraiment très chouette. Je pense que de tous ceux que tu m'as montrés pour l'instant, c'est celui que je suis le plus susceptible de revoir, voire même revoir. Oh. Mais d'ailleurs, pendant le visionnage, tu as eu des réactions d'amour pour ce film qui m'ont beaucoup, beaucoup plu. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Du coup, lui, il sait que l'autre est fiancé avec quelqu'un d'autre. Oh, c'est trop bien. J'adore.
Ouais, j'adore. T'aimes bien? Oui. C'est trop bien d'avoir une couverture sur le jeu. You look cold. Moi aussi, je veux rencontrer le frère d'un homme dans le commun. Qui serait Bill Pullman? Ouais, exactement. J'avais pas entendu quand j'ai fait l'extrait que je disais c'est trop bien d'avoir une couverture sur la jambe, c'est parce qu'il faisait froid et que je venais d'aller chercher ma couverture. On a vraiment 98 ans, quoi. C'est terrible. En fait, il y a une partie de notre cerveau qui a 12 ans. Et quand on est là, oh, moi aussi, je voudrais C'est être clair. avec Bill Pullman. Et l'autre partie qui a 98 ans, qui prépare des tisanes et qui est contente d'avoir son plaid. C'est ça. Bon, écoutez, c'est l'hiver. Hein. Franchement, faut Oui. pas trop nous en vouloir. Pourquoi c'est celui que tu serais le plus à même de revoir? Parce qu'il y a un côté hyper léger, je trouve. Et je dis vraiment pas ça de manière péjorative. Je trouve que vraiment dans l'intrigue, dans l'écriture, dans l'incarnation, dans les personnages, tout ça, il y a quelque chose de... C'est très fin, ça se mange sans fin, quoi. Genre, c'est vraiment... Je l'ai oublié tout de suite après l'avoir vu. mais pas comme d'autres que tu m'as montré, que j'ai trouvé plus anecdotiques, où je me suis dit, bon, bah, c'était sympa, mais ok vu. Celui-là, je trouve qu'il est juste très réconfortant. L'atmosphère de Noël est géniale dans le film. Il y a une espèce de charme vraiment... sans aucune anxiété, comme j'ai pu l'avoir devant d'autres films que tu m'as montrés, où on sait pas trop où ça va aller, où il y a des problèmes un peu plus sérieux. Là, en fait, il y a rien de très sérieux, quoi, qui se passe dans le Il y a film. quelqu'un dans le coma quand même. Oui, mais on s'en fout. Disons que les enjeux sont très légers aussi, et donc c'est extrêmement agréable. Et ouais, j'avais le sourire tout du long. C'est marrant que tu dises que l'ambiance de Noël est super parce qu'il y a un débat sur la question est-ce que c'est un film de Noël ou pas? Et pour moi, oui, clairement. Et d'ailleurs, c'est un film que je revois à peu près tous les ans à la période de Noël, quoi. Bah évidemment, ça se passe à Noël déjà. Et il y a quelque chose d'extrêmement romantique dans la manière dont Noël est filmé aussi. Moi, j'ai fait un peu un 180 sur Noël. J'ai détesté ça pendant très longtemps. Et maintenant, je trouve qu'il y a un côté très réconfortant là-dedans. Et j'ai arrêté d'être une ado émo. Et je trouve que dans ce film-là, c'est extrêmement plaisant. En fait, j'ai retrouvé beaucoup de choses que toi, tu disais sur... You've Got Mail, par exemple, sur le confort des appartements, la maison de la famille, où c'est vraiment des vieux canapés tout mous. Enfin, il n'y a rien d'extrêmement beau dans la décoration, mais ça a l'air tellement douillet que c'est tout de suite réconfortant. Et puis, c'est Chicago sous la neige. Ils ont des gros bonnets, des gros pulls, des gros manteaux. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça vraiment hyper réconfortant. Et d'ailleurs, j'étais tellement obnubilée par la révélation de Bill Pullman avant qu'on voit le film que j'ai oublié de te demander, mais toi, ça fait partie de tes films romantiques préférés? J'ai pas un culte pour ce film, mais je l'ai vu plein de fois. C'est un film qui est beaucoup plus culte aux États-Unis qu'en France. C'est beaucoup plus connu aux États-Unis qu'en France. Donc, quand j'ai vécu là-bas, c'était plus dans le zeitgeist tous les ans de le regarder. Et c'est vrai que je le revisite très souvent parce que je le trouve très charmant et j'adore Sandra Bullock. Et je trouve que c'est vraiment, dans l'univers des comédies romantiques, c'est peut-être mon actrice préférée. Et je trouve qu'elle est vraiment géniale dans ce rôle et que c'est en grande partie grâce à elle que le film fonctionne. Donc, ouais, c'est un film que j'aime beaucoup. Là, tu dis ça de manière très posée, mais avant qu'on voit le film, t'étais vraiment hyper excitée. T'étais là, t'es pas prête, t'es pas prête, t'es pas prête. Bah oui, non, parce qu'en plus, j'étais hyper enthousiaste parce que quand j'ai vu ta réaction à Bill Pullman, je me suis dit, j'ai enfin trouvé un truc où elle va être en extase devant. Mais en fait, c'est un film qui est très, très charmant et que j'adore revoir un dimanche après-midi avec un gâteau et un thé chaud. Et voilà, c'est très cosy comme film. Donc, il y a un côté, c'est ce que tu as trouvé aussi. C'est-à-dire que tu l'oublies un peu, mais tu le revois très facilement. Et c'est ce qui est plaisant dans les comédies romantiques en général. C'est très cosy et c'est pas trop cucu. Alors non, que c'est je bien pense écrit. que c'est ça. Il y a un équilibre quand même toujours assez fin dans ce genre de film. Et celui-là, je trouve qu'il l'a parfaitement trouvé, l'équilibre. C'est mignon, mais sans être cuculapraline. Bon, d'ailleurs, est-ce que tu peux nous résumer le film en 30 secondes ? C'est l'histoire de Sandra Bullock qui travaille au guichet d'un métro à Chicago, un métro contemporain, même s'il est avec des planches de bois. Alors, j'ai appris en faisant des recherches que la station avait fermé depuis. Et donc, elle a un crush sur un mec joué par Peter Gallagher qui prend le métro tous les jours et elle le trouve magnifique. Et un jour, il tombe sur les rails et elle essaye de le sauver juste avant qu'il se fasse écraser. Et sauf qu'en fait, il tombe dans le coma. Et à l'hôpital, il y a un quiproquo où elle dit « Ah, j'allais me marier avec lui », mais parce qu'elle, dans sa tête, elle s'était imaginé un truc parce qu'elle avait un énorme crush sur lui. Sauf qu'une infirmière l'entend dire ça et pense que c'est sa fiancée et dit ça à la famille du mec. Et donc, c'est le point de départ du film. Toute sa famille croit que c'est la future fiancée du mec qui est dans le coma et donc l'invite un peu dans la famille. Sauf que ce qu'elle sait pas, c'est qu'il y a un mec
bien plus beau et bien plus sexy que Peter Gallagher, qui est Bill Pullman, qui est le frère de Peter Gallagher. Et quand il arrive, waouh, rien ne va plus. Il y a d'autres rebondissements au fur et à mesure du film, mais on va en parler. Ouais, j'ai tout oublié. Moi, je me souviens juste que Bill Pullman arrive et c'est la fête. Bon, tu l'as dit, ça part d'un quiproquo. Le film est connu pour son scénario un petit peu délirant quand même. Je m'étais dit que ce serait un gros point de conversation entre nous, mais j'avais oublié à quel point tu détestes les quiproquos. On en a déjà parlé dans la saison de Friends parce que c'est un ressort classique des comédies en général. Et là, c'est le ressort de base de cette intrigue. T'as été un peu paniquée. C'est un quiproquo. C'est vrai que t'aimes pas les quiproquos. J'avais oublié. Désolée. C'est tout le film? Ça te stresse? C'est que des quiproquos. Mais Anaïs, pourquoi tu te caches? J'en ai marre. T'en as marre de quoi? Des quiproquos. Pourquoi cette haine des quiproquos, Anaïs? Mais non, mais tu l'as bien dit, c'est un ressort de fiction surutilisé, enfin depuis Molière, quoi. Donc c'est pas très surprenant, et c'est aussi ça qui est en vrai assez jouissif dans beaucoup de comédies, c'est le quiproquo, et ça fonctionne dans une partie du film très très bien. Quand je disais c'est génial, ça venait aussi des malentendus qu'il y a entre les personnages. Mais je pense que juste déjà le fait que je puisse être prise pour quelqu'un d'autre, ça m'angoisse énormément. C'est ça, toi, c'est les grottes exiguës. Moi, c'est le fait qu'on se trompe sur mon identité. Je sais pas, c'est ça le principe du film, c'est hyper stressant. Et un autre truc qui me stresse beaucoup, c'est les problèmes de communication, en fait, et le fait de ne pas réussir à communiquer correctement, de ne pas dire les choses telles qu'elles sont. Je trouve ça hyper anxiogène. Et tout le principe de ce film et d'autres comédies, c'est que tout serait réglé si le personnage, au départ, disait juste « Ah non, mais on s'est mal compris, en fait, nanana ». Et sauf que non, le personnage dit rien pour une raison qu'on ignore et on part sur 2 heures de malentendus. Et ça m'angoisse énormément parce qu'en plus, c'est des secrets. J'aime pas les secrets. Enfin, ça fait trop de choses qui m'angoissent. Pourtant, le film a quand même fonctionné avec toi. Oui, bien sûr. Et malgré en plus son scénario un peu délirant, pourquoi selon toi? Déjà, honnêtement, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus délirant. Comme tu l'as vu, j'imaginais même un truc à la Belle au bois dormant ou quelque chose avec un élément surnaturel. J'imaginais un truc un peu féerique ou à la Princess Bride, qui est une comédie romantique que j'adore. Et du coup, là, ça me paraissait assez terre à terre, finalement, comparé à ce que j'avais imaginé. Mais c'est vrai que le principe de base, quand elle décide d'accepter le fait que toute une famille croit qu'elle est fiancée à un inconnu et de ne rien dire, j'ai eu du mal à y croire. Non mais là, dans la vie normale, tu dis oui, ok, désolée, je ne suis pas sa fiancée, au revoir, bonne journée. En fait, c'est un petit peu pas toi. Genre, si c'était un personnage masculin, ça serait horrible, quoi. Non mais... c'est ridicule. Pourquoi? Mais parce que là, c'est le moment où tu dis « Oups, excusez-moi !» Je ne suis pas vraiment sa fiancée. C'est marrant ce que tu dis par rapport au si c'était un homme, ça ne fonctionnerait pas. À l'origine, en fait, ils avaient écrit le scénario en inversant les rôles. Catastrophe. Et donc, c'était censé être une femme dans le coma et un homme qui tombe amoureux d'elle alors qu'elle est dans le coma. Et ils avaient proposé, c'est Daniel Sullivan et Frédéric Lebow, qui sont les scénaristes du film. Ils avaient proposé le film à la boîte de production de Meg Ryan qui leur a dit « Non, mais pourquoi Meg Ryan voulait qu'elle joue une meuf dans le coma, quoi. Enfin, elle a rien à jouer. » Et en fait, ils ont, suite à ça, inversé les rôles. Et d'un coup, ils se sont dit, mais ça fonctionne beaucoup mieux parce que c'est vrai que c'est hyper creepy. Un mec qui tombe amoureuse d'une femme dans le coma, ça fait prédateur alors que t'as pas du tout cette dynamique quand c'est une femme. Donc ça a été quand même une des clés de pourquoi ça fonctionne. C'est parce que déjà, c'est une femme et aussi parce qu'elle a une histoire personnelle qui explique un peu pourquoi elle ne va pas leur dire qu'elle n'est pas la fiancée et pourquoi elle se laisse emporter dans ce quiproquo et dans ce mensonge. Alors déjà, sur la question du gender swap, effectivement, je pense que ça explique beaucoup de mon amour pour le film. Je trouve que c'est même presque subversif, en fait, de montrer les crushs totalement ridicules et obsédants que les filles peuvent avoir. Enfin, en tout cas, quand je dis les filles, je parle de Marie et moi.
C'était un gros point de discussion au début de notre amitié. Et donc, c'est vrai qu'elle fait un peu tarée parce que juste, elle a un crush sur ce mec et donc elle se dit « Oh, bah tiens, je vais faire semblant d'être sa fiancée pendant qu'il est dans le coma, je vais en profiter. » Ça a un côté un peu fou, mais qui serait, oui, très dérangeant si c'était un homme, alors que là, ça fait un peu, ouais, anti-héroïne, quoi, ou meuf qui va un petit peu trop loin dans son obsession dévorante pour un mec à qui elle n'a jamais adressé la parole, et c'est très drôle. Elle est orpheline, en fait. C'est ça qu'on apprend dès le début. On sait qu'elle a perdu sa mère quand elle était très jeune. Et en fait, on apprend assez tôt dans le film qu'elle vient de perdre son père, qui était un peu sa seule famille pendant toute sa vie, dont elle était très proche. D'ailleurs, le manteau qu'elle porte, c'est le manteau de son père, et c'est le manteau qu'on voit dans la première scène où elle est petite, c'est celui qu'il porte déjà. Et en fait, on comprend que c'est son premier Noël sans son père, et d'un coup, elle rencontre cette grande famille qui est hyper accueillante, dans les fusions, qui lui ouvre les bras tout de suite, qui est tout le temps en train de s'engueuler, de rigoler et tout. Ah, Mom, look who's here. Lucy came. Hi, Mary. Come on in. It's so no, we've got the most wonderful dinner. And I made my own. Hi. So it's so Oh, your house is so beautiful. Et il y a quelque chose d'assez attirant pour ça, alors qu'elle est littéralement connue parmi ses collègues comme celle qui peut travailler pendant toutes les fêtes parce qu'elle n'a pas de famille, quoi. Et d'ailleurs, quand tu as vu le film et que tu as vu ces scènes, ça a fait clic, en fait, et tu as compris pourquoi elle s'enlise un peu dans ce mensonge. C'est son premier Noël orpheline. Ouais. C'est horrible. Bah, je comprends. Tu comprends quoi? Bah, elle a besoin d'une famille, quoi. Bah ouais, c'est ça. Elle se dit, une petite famille gratuite pour les fêtes, ça peut pas faire de mal. Moi aussi, hein, je ferais grave semblant. Pour passer Noël avec eux. Ouais, en fait, il y a plusieurs choses qui fonctionnent bien. Le point de départ, pour moi, j'y crois pas. Quand elle est à l'hôpital et qu'ils disent tous « Ah, mais c'est vous, sa fiancée ?» Oui. Là, c'est le moment où tu dis « Oups, non ». Mais une fois qu'elle se retrouve avec ce mensonge-là, effectivement, aussi absurde que le film soit, je trouve que à chaque étape, j'arrive à le suivre. Parce que, bon, déjà, la famille est très attachante, vraiment très, très sympa. Elle a une culpabilité, alors ils en font un peu des caisses, ils disent que la grand-mère va faire une crise cardiaque si jamais elle apprend qu'en fait, c'était un mensonge. Mais on comprend que, voilà, elle veut pas leur faire de peine parce qu'ils sont très gentils. Et puis surtout, une fois que Bill Pullman arrive, enfin moi, clairement, je continuerai à vouloir être dans la famille juste pour pouvoir passer des dîners avec lui. Et on comprend aussi, puisque bon, très rapidement, quand elle rencontre le personnage du frère joué par Bill Pullman, il y a une attirance. Elle se dit, si j'avoue que j'ai menti sur mon identité, ce mec va partir en courant. Enfin, Et donc là, c'est là que je dis c'est génial. Et c'est l'extrait que vous avez entendu au début, c'est que ça marche hyper bien parce qu'il n'y a pas de bon choix. Soit elle continue, mais du coup, elle est censée être fiancée à son frère, donc elle peut pas s'engager dans une relation avec lui. Soit elle lui dit la vérité et elle prend le risque qu'il la prenne pour folle. Et donc là, ça devient vraiment, vraiment excellent. Avant de revenir sur les détails de l'intrigue en général, on va faire un petit tour d'horizon des personnages. Donc le premier, c'est Lucy, qui est jouée par Sandra Bullock. Comment tu la décrirais? C'est marrant parce qu'il y a plein de moments où on lui dit « Lucy » et ça me faisait penser à « I Love Lucy » où elle a un côté aussi un peu maladroit, un petit peu quirky comme on le retrouvait dans le personnage de Meg Ryan dans You've Got Mail. Mais là, je trouve que c'est plus léger ou en tout cas, c'est marrant parce que c'est une histoire similaire. Elle est en deuil, enfin, elle a perdu ses parents, tout ça. Mais là, je sais pas, il y a un côté avec Sandra Bullock où ça fait moins féerique et donc je trouve qu'il y a un équilibre qui fonctionne mieux qu'avec Meg Ryan parce qu'elle a un edge en plus, Sandra Bullock. Et donc oui, je trouve qu'elle est extrêmement charmante. Bon bah, enfin, c'est une actrice qui déborde de charme. Elle est connue pour ça. C'est impossible de ne pas tomber amoureux d'elle en fait. Et donc tu comprends pourquoi tous les personnages l'aiment immédiatement, veulent que ce soit la fiancée de Peter, qui a l'air d'être quelqu'un qui est plutôt rigide, prétentieux, premier de la classe. Elle, en fait, ça a l'air d'être une femme plutôt simple. Bon, c'est un cliché aussi, mais voilà, elle est simple, elle est intelligente, elle a de la répartie, elle a l'air extrêmement généreuse. Elle a abandonné justement ses études ou sa carrière pour revenir à Chicago quand son père était malade. Et donc, c'est quelqu'un qui est tout de suite énormément attachant. Et donc, ouais, on n'a qu'une envie, c'est que ça se passe bien pour elle. Alors, Sandra Bullock, à la base, c'était pas elle donc, qui devait jouer le rôle. Quand le projet a été racheté par Disney, ils voulaient que ce soit Chris Columbus qui réalise. Donc, Chris Columbus, c'est Maman, j'ai raté l'avion. Et puis plus tard, c'est les 2 premiers Harry Potter. Et c'était censé être Harrison Ford et Gina Davis dans les 2 rôles principaux. Et Chris Columbus, en fait, a dit non, ce projet, j'y crois pas. Et donc, il s'est retiré du truc. Et à ce moment-là, Gina Davis et Harrison Ford aussi.
Disney a approché John Turteltaub, qui à ce moment-là avait réalisé Rasta Rocket et qui était plutôt connu pour réaliser... Excellent film. Oui, qui était plutôt connu pour réaliser des films grand public pour enfants, et il voulait se sortir un peu de ça, donc il était très content de faire une comédie romantique parce qu'en plus c'était en plein âge d'or des comédies romantiques. Et quand ils ont commencé à faire le casting, ils ont proposé le rôle à Demi Moore, ils l'ont proposé à Julia Roberts, elles l'ont toutes les deux refusé. Ils ont aussi songé à Nicole Kidman, mais ils trouvaient que Nicole Kidman était trop belle. Ce qui est hyper sympa pour Sandra Bullock. C'est clair. C'est vrai que Sandra Bullock, ce qu'elle a, c'est qu'elle a ce côté Girl Next Door, qui est vraiment un des attributs les plus célèbres des héroïnes de comédie romantique. C'est aussi ce qu'a Jennifer Aniston dans le rôle de Rachel. C'est ce qu'a Meg Ryan aussi. C'est-à-dire que c'est des filles très, très jolies et extrêmement charmantes, mais qui en même temps ont une beauté qui est réaliste. C'est-à-dire que ça pourrait être très bien ta collègue, quoi. Et tu serais pas en train de te dire « Waouh, qu'est-ce qu'elle est magnifique !» Alors que Nicole Kidman, c'est vrai que si tu l'as en face de toi, c'est comme Cate Blanchett. Tu dis d'où elle sort. Sandra Bullock, c'est aussi pour ça que ça marche dans Miss Détective. Enfin, qu'on y croit exactement. Un petit peu, même s'il force le trait, mais parce que oui, elle a un côté très approchable. Miss Détective, un de mes films préférés de tous les temps. Et il disait aussi, il y a une histoire orale qui a été faite pour les 25 ans du film, je crois, par le Washington Post. Et dedans, Sandra Bullock dit qu'elle était contente aussi que ce soit une comédie romantique où il n'y ait pas de makeover, qu'elle soit habillée dans des habits dans lesquels elle s'habillait aussi à l'époque, c'est-à-dire des habits un peu larges, avec des couleurs neutres, et elle n'est pas en train d'être ultra féminisée ou des choses comme ça, mais en même temps, elle est hyper charmante et appréciée de tous, quoi. Mais il y a aussi le fait que dans beaucoup des films que tu m'as montrés, les personnages féminins agacent les personnages masculins à un moment ou un autre. Et c'est pas du tout le cas dans ce film. Et j'ai trouvé ça extrêmement plaisant parce que déjà, de qui se moque-t-on ? Personne ne serait agacé par ce personnage. Et ça a un côté frustrant dans You've Got Mail ou même dans Orgueil et Préjugés ou Le Patient anglais. Enfin, c'est toujours un peu le même trope où au début, le personnage masculin est un petit peu en rejet, où on se dit « Oh là là, elle est jolie, mais qu'est-ce qu'elle est chiante, quoi !» Et là, dans ce film, non. Tout le monde est complètement sous le charme de Lucy. Et on le comprend parfaitement. Et on peut du coup passer à l'étape d'après. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de cet obstacle-là pour qu'il y ait des obstacles dans le film. Et je trouve ça très agréable. Ensuite, il y a Jack, qui est joué par Bill Pullman. Alors, j'ai fait des extraits de tes réactions et je veux dire que cet aperçu est non exhaustif et ça n'est que, je pense, 30% de tes réactions à la vue de Bill Pullman dans ce film. On va t'entendre. Ses cheveux, mais... Il est tellement beau. Mais il est tellement grand. Ah, quelle beauté. C'est vrai qu'il est beau, là. Ah, c'est tellement beau. Vraiment, il n'y a personne dans les années 90 qui avait d'aussi beaux cheveux que lui, quoi. Des donuts, c'est Bill Pullman. C'est vraiment tout ce dont j'ai besoin dans la vie. Moi, je pourrais pas être dans la même pièce que lui et ne pas mettre ma main dans ses cheveux, en fait. Il fait fondre mes ovaires. Bouillir. Il est carbonisé. Il est détruit à l'arme nucléaire. Non, mais ses cheveux... Vraiment, non, je crois qu'on a compris. Ses cheveux sont magnifiques. Non, mais en fait, on dirait un prince Disney, on dirait un personnage Pixar. Oui, vous l'aurez compris, vraiment beau et vraiment grand. Et il y a Greg Kinnear et au-dessus, il y a lui, quoi. C'est vraiment les dads des années 90 qui, je pense, je les ai découverts au cinéma à un âge où, voilà, j'avais besoin des hommes comme ça dans ma vie. Je pense tout le temps à une scène dans Gilmore Girls. Je ne sais pas si tu vois cette scène où il y a Lane, la meilleure amie de l'héroïne, Rory, qui a un crush sur un garçon du lycée. Et en fait, ils sont à la chorale ensemble et elle n'arrête pas de le fixer. Et à un moment, elle passe sa main dans les cheveux du mec. Elle ne se rend pas compte qu'elle est en train de le faire, tellement elle est perdue dans ses pensées et le fait qu'elle est folle de lui. Et après, évidemment, elle part en courant et en pleurant tellement c'est la honte. Et c'est mon pire cauchemar, en fait. Mais quand je voyais les cheveux de Bill Pullman dans le film, je me disais, je pourrais pas ne pas faire ça, en fait. Ils sont incroyablement bien placés, ils ont l'air doux, ils sont magnifiques. Et à part ses attributs physiques très marquants, qu'est-ce que tu dirais sur le personnage de Jack ?
C'est un peu ce qu'on retrouve dans Le Patient anglais, c'est le mec qui est différent. Et là, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire qu'il est un peu en opposition avec le reste de sa famille. Il est un peu plus cool par rapport au personnage de Peter Gallagher, qui est un mec qui a réussi. On le sent, il a un appartement qui est immense, mais qui est très froid, qui est vide, meublé de manière très contemporaine, alors que lui, le personnage de Bill Pullman, il fabrique des meubles. C'est un peu le pré-Aidan de Sex and the City. Il est connecté avec le bois. C'est un mec simple qui aimerait faire quelque chose de plus créatif, mais qui, par loyauté envers son père, continue à mener le business familial. Donc, qui partage ça avec le personnage de Sandra Bullock, c'est-à-dire qu'il a une grande générosité et une loyauté envers sa famille. Et il est malicieux. Assez vite, il capte qu'il y a un truc bizarre avec le personnage de Sandra Bullock et il est méfiant, mais d'une manière très amusée. Il n'arrête pas de lui poser des questions, d'essayer de savoir si c'est vraiment sa fiancée ou pas. Et on sent que ça le fait marrer et ça, c'est hyper charmant, quoi, parce que ça pourrait tout de suite être un truc assez agaçant où il veut casser son délire. Mais non, il est tout de suite charmé par elle et en même temps, il comprend qu'il y a un truc et il veut creuser. You know what? I think maybe we should take your truck. Oh, no, we ought to take Peter's car. Okay. You know where it's parked, don't you? Oh, yeah. Yeah. Ouais, enfin, c'est un super personnage. Il n'y a pas grand-chose de plus, je pense, dans ce personnage-là. Non, mais oui, bah, c'est quelqu'un sur qui projeter aussi ton fantasme, en fait, comme dans toutes les comédies romantiques. Voilà. Et on a beaucoup de place pour projeter puisqu'il fait 1m90 et, et qu'il est tout le temps affublé d'une magnifique veste en jean. Alors par contre, il ne se change jamais dans le film. Alors apparemment, Bill Pullman a gardé la veste. Sa femme lui dit souvent c'est la veste de While You Were Sleeping. Et c'était donc 25 ans plus tard qu'il a dit ça, donc il l'a encore. Ah mon Dieu, sa femme a tellement de chance. D'autres acteurs avaient été considérés. Il y avait James Spader, qui aurait été beaucoup plus menaçant, en fait. Ouais, c'est ça. Ça aurait pas assez fonctionné. sympa. Et il y avait un nouvel arrivant sur la scène d'Hollywood à l'époque qui n'avait fait pratiquement aucun rôle, qui était Matthew McConaughey. Waouh. Mais qui n'a pas eu le rôle parce qu'il avait un accent trop texan. Et ils n'arrivaient pas à expliquer comment un mec avec un accent texan arriverait à Chicago. C'est clair. Ce qui est marrant parce que dans How to Lose a Guy in 10 Days, il a son accent texan, mais il est censé être de Staten Island à New York et il n'explique à aucun moment comment ce mec, alors que toute sa famille a un accent new-yorkais, a un accent texan. C'est clair. Donc eux, ils se sont pas embarrassés de ce détail, mais pour les casteurs de While You Were Sleeping, c'était un élément pas négociable. Donc Bill Pullman a eu le rôle au final. Ouais, et puis c'est vraiment un excellent choix de casting parce que comme tu le dis, il faut pas qu'il soit trop menaçant ou qu'il ait un edge trop prononcé. Moi, je pense que c'est pour ça que je l'aime énormément comme Greg Kinnear et dans les rôles dans lesquels je les ai découverts quand j'étais adolescente ou même enfant. C'est parce qu'ils ont un côté rassurant, qu'ils ont joué des pères. Enfin, lui, il a joué le président de la République, le président des États-Unis, le président de la République de l'Amérique. Et donc, ils ont vraiment ce côté rassurant, réconfortant et pas très dangereux, en fait. Enfin, c'est oui, vraiment tout en étant sexy. Puis, presque plat. Enfin, moi, c'est pour ça que je dis qu'il ressemble à un prince Disney. C'est qu'il a aucune caractéristique vraiment remarquable, à part ses cheveux. Mais juste, voilà, il est beau, châtain, grand. Enfin, vraiment, donc on peut projeter énormément de choses sur lui et il a l'air gentil. C'est le Bella Swan de... Exactement, c'est ça. Tu l'as dit, il y a aussi Peter, qui est joué par Peter Gallagher. Donc, il a le même prénom. Et d'ailleurs, Peter Gallagher s'est dit qu'à l'époque, il n'y a pas eu d'autres gens considérés pour le rôle. Et il pense qu'ils l'ont un peu écrit en pensant à lui, parce qu'il dit à l'époque, il jouait tout le temps des connards. C'est clair. Et il a été approché pour ce rôle. C'est vrai qu'il est très bien casté. En fait, le casting de ce film est génial. Hein. Peter Gallagher, qui donc joue Peter, celui dont elle est amoureuse. Et on comprend assez vite que le mec est très superficiel. Quand elle va chez lui, alors qu'il est dans le coma, il y a des photos de lui partout. Dans son propre portefeuille, il y a des portraits de lui en train de faire du golf ou d'autres activités. Il est fiancé à une autre meuf qui a l'air insupportable. Donc on sent que c'est un peu le mec qui a bien réussi, mais qui en même temps kiffe les top modèles, quoi, et pas très dans la profondeur. Et il est très bien casté pour ça, parce que Peter Gallagher a un côté miné, mais en même temps un petit peu plus menaçant, justement, miné brun, quoi. Enfin, il a les sourcils hyper prononcés, il a un regard un peu perçant, et il est hyper bien sapé au début du film quand on le voit dans le métro. Donc oui, tout de suite, tu comprends pourquoi elle aurait un crush sur lui, parce que tu vois ce mec passer dans la rue, tu te retournes, tu te dis il est très beau, mais en même temps, il a pas l'air
très sympa. Mais il est très charmant. Oui, et puis il est sympa au final, mais tu sens que c'est juste un mec un peu immature et égoïste, quoi. Enfin, Ouais, voilà. c'est ça. Mais c'est encore une fois, c'est ça qui fonctionne dans le film, c'est qu'il n'y a aucun vrai conflit ou aucune menace trop prononcée, parce que même quand il se réveille de son coma, il fait quelques blagues et tu comprends pourquoi elle pourrait tomber amoureuse de lui, ou pas tout de suite lui dire « Oups, j'ai fait une connerie », parce qu'en fait, il est vraiment charmant. Et ensuite, il y a Joe Jr., Mon préféré. le voisin de Sandra Bullock dedans. Et alors ça, j'ai pas compris parce que... Alors Joe Jr., pour vous le décrire, c'est un mec, un espèce de macho hyper relou, qui est tout le temps en train de draguer Lucy et de lui faire des réflexions à la con, mais qui en même temps est assez attendrissant parce que tu comprends qu'il est absolument pas menaçant et que c'est juste un peu un naze, quoi. Mais Anaïs, tu étais extrêmement charmée par Joe Jr. Je l'adore. Oh, Anaïs, ça va pas. mais je l'aime trop. Et franchement, il est mignon. Non, mais ça va pas. Bah si. Oui, je l'adore et je maintiens. Moi, je le trouve vraiment mignon. C'est Michael Rispoli qui joue Jackie Aprile dans Les Sopranos et que j'adore aussi dans Les Sopranos. Juste, il a trop une bonne tête, en fait. Et là, il a un côté, pareil, juste sans véritable menace dans le film. C'est-à-dire que dans la vraie vie, ce personnage-là serait extrêmement relou, voire dérangeant. Il la harcèle limite. Enfin, il est tout le temps en train de... Bah, il se fait passer pour son mec auprès de gens qui ne la connaissent pas ou de choses comme ça. Donc, Voilà, et il est tout le temps... Enfin, elle se cache même dans la rue quand elle le croise sur le trottoir parce qu'elle se dit, il va encore me tenir la jambe ou encore me faire des déclarations. Il a un côté un peu gênant, mais dans la manière dont il est écrit et joué dans le film, c'est totalement inoffensif. C'est quelqu'un qui a l'air assez affectueux, en fait, et qui a une affection très mal placée envers elle. Mais je trouve que ça fonctionne hyper bien et il m'a trop attendri, je l'adore. Et il a trop une bonne bouille. Et ensuite, il y a la famille et le voisin de la famille qui s'appelle Saul, qui est joué par Jack Warden, qui a été nommé 2 fois aux Oscars et qui a joué dans des films comme Les Hommes du Président, Tant qu'il y aura des hommes, et 12 hommes en colère. Tous les films avec homme dans le titre, il a joué dedans. C'est ça. Et celle qui joue Elsie, je crois que c'est la grand-mère, mais celle qui est tout le temps un peu bourrée et qui a des problèmes cardiaques. Elle est jouée par Glynis Jones, qui jouait la mère dans Mary Poppins. C'est la blonde qui fait les suffragettes. Peut-être. J'ai pas vraiment assez de souvenirs de Mary Poppins. Bon, d'accord. Alors ça, il va falloir qu'on le revoie à un moment aussi, parce que c'est tragique. Mais ça dure pas genre 2h50 ? Mais si, mais c'est le meilleur film de l'histoire, en fait. Je crois que c'est mon number one de tous les films de l'histoire. La famille fonctionne très bien, il y a une très bonne dynamique, tous les acteurs, c'est un peu des caractères-acteurs qu'on a vus dans plein de films américains et je sais pas ce que t'en as pensé, mais ça apporte vraiment une dose de charme au film. Oui, bah c'est tous des très bons acteurs et puis encore une fois, ils sont tous tellement plaisants. Il y a tellement d'autres directions que le film aurait pu prendre qui auraient été plus stressantes avec 1 ou 2 membres de la famille qui auraient été un peu désagréables. Et là, c'est vraiment pas le cas. C'est juste une petite bombe de chaleur, en fait. Et donc, on comprend, encore une fois, pourquoi elle voudrait rester auprès de cette famille qui l'accueille à bras ouverts et qui est juste trop sympa, quoi. On va pas détailler toute l'intrigue. On va se concentrer plutôt sur l'histoire d'amour entre elle et Bill Pullman, qui ne commence pas tout de suite, parce qu'il met un peu de temps à arriver dans l'intrigue. D'abord, il faut qu'il y ait l'accident, il faut qu'il y ait le coma, la famille qui la découvre, et on découvre Bill Pullman qu'un peu plus tard, lors d'un événement familial où elle est invitée. Et d'ailleurs, ça t'inquiétait beaucoup. Tu ne savais pas quand est-ce qu'il allait arriver dans l'histoire, et ça te stressait énormément. Je comprends pas comment Bill Pullman va arriver dans l'histoire. Bah, à la base, j'ai cru qu'il allait être un docteur, mais visiblement non. Bah, tu sais pas, on a peut-être pas vu tous les docteurs. Non, c'est vrai. Mais en tout cas, là, du coup, ce que j'imagine, c'est que elle est coincée et elle peut pas se lancer dans une histoire d'amour avec un autre mec parce que tout le monde croit qu'elle est fiancée avec un mec avec qui elle est pas fiancée. Mais à la fin, elle finit avec Bill Pullman quand même. Comment ? Elle finit avec Bill Pullman quand même. Bah, je vais pas te dire. Parce que moi, Peter Gallagher, je m'en fous, hein. Je m'en fous de sa vie. Tu verras bien. Et de son coma. Et du coup, c'est pas elle qui est dans le coma, putain. J'avais vraiment rien compris, moi. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, du coup, quand t'as découvert que Peter était un love interest pour elle, et c'était surtout l'intérêt romantique originel, il y a quelque chose qui t'a déplu là-dedans. Tu l'as vraiment vécu comme une menace pour Bill, en fait. Je m'en souviens plus. Mais tu vas voir. Ça a l'air hyper... Je suis hyper stressée. C'est vrai ? Ça me stresse de ouf. C'est vrai ? Parce que c'est pas ce que j'imaginais. Ouais. Et du coup, ça me stresse. Il faut que je recalcule toutes les données. Moi, je pensais que Peter Gallagher, ça allait être soit un sidekick, tu vois, genre le meilleur ami ou un truc comme ça, soit un mec qui arrive genre après le premier tiers du film et qui est en fait une complication romantique, mais... Alors que là, c'est le main interest pour elle, quoi.
Oui. Évidemment. C'est le main interest pour elle? Bah là oui, enfin elle a pas rencontré Bill Pullman encore. Oui, bon, le film a commencé il y a 8 minutes. Tu peux peut-être l'attendre. Peut-être. Mais en tout cas, c'est lui qu'elle veut. Et moi, je veux qu'elle veuille Bill Pullman. Quand je lui demande si tu en veux, c'est de la mousse au chocolat. C'est Voilà. ça. Mais ça fonctionne aussi pour Bill Pullman. Je voulais de la mousse au chocolat et Bill Pullman. En fait, je suis très angoissée parce que j'ai peur qu'elle finisse en couple avec Peter Gallagher. Et c'est pas ce que je veux. Ok, bon, tu verras. Là, je t'envoie un peu péter. Ouais, c'est ça, Marie un peu saoulée. Non, mais donc vous découvrez là, chers auditeurs, auditrices, que je suis un ordinateur. Et en fait, une fois que la trajectoire a été calculée, c'est très compliqué de me recalibrer. Mais ça, c'est un truc vraiment qui est constant, en fait. Je veux dire, l'absence totale de spontanéité Non, mais et c'est-à-dire- l'incapacité à se détendre. Enfin, une fois que je suis programmée, c'est très compliqué. Et là, je pense aussi que dans un film avec si peu de conflits, c'était le seul truc aussi auquel je me suis raccrochée au début, c'est que je me disais, ouais, c'est pas ce que j'avais prévu. Mais au final, ça va, tout est bien qui finit bien. Oui, en fait, au début, j'ai cru que c'était... Parce qu'on entend dans l'extrait que je suis un peu confusionnée. Au début, je me suis dit, ça va être un docteur. Et puis ensuite, je me suis dit, ça va être son frère. Mais je trouvais ça bizarre que le film passe tellement de temps sans qu'il soit là, alors que si ton frère est dans le coma, tu rappliques assez vite et tout le reste de la famille était là. Et donc, j'ai éliminé la proposition du frère aussi assez vite dans ma tête. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Ouais. Il aurait pu. Mais de toute façon, c'est un peu une constante dans tout le film. Ils en ont un peu rien à faire C'est que clair. leur fils ou leur frère soit dans le coma parce qu'ils sont en train de faire des virées. Bah, pour le se lendemain, balader. ils font un secret de Santa, en fait. Donc, avec la meuf qu'ils ont rencontrée la veille à l'hôpital, et ils sont tous en train de boire du eggnog, et t'es là, mais les gars, votre fils est dans le coma. Ouais. Enfin, moi, on serait tous en train de pleurer, quoi. Ouais. On serait à son chevet à l'hôpital. Mais non. Mais c'est aussi ça qui fait que c'est une famille hyper cool. Ils sont vraiment détendus. C'est ça. Bon, Bill est enfin arrivé. Heureusement. Et ça t'a beaucoup soulagé. Et en plus, t'as fait une observation qui m'a fait marrer. Je pose le thé. Comme toi avec The Descent. J'aime trop. Welcome to the family. Mais c'est horrible. Ça, c'est vraiment comme quand tu te mets avec un mec et que tu rencontres son meilleur ami et qu'il est 1000 fois plus beau et t'es la merde, putain. Si j'avais attendu, j'aurais chopé l'autre. C'est horrible. Mon ex-américain n'entendra jamais ce podcast, il pourra pas savoir. Oui, en fait, je réalise aussi en entendant ma réaction totalement démesurée à son arrivée. Il y a un truc avec Bill Pullman où, comme je l'ai dit, c'était le mec de Casper et tout, où c'est juste, il y a un côté tellement désuet dans sa présence à lui, parce que tu vois, moi, aujourd'hui, c'est Ryan Gosling, Jake Gyllenhaal, enfin, il y a plein d'acteurs, ou John David Washington, ou Michael B. Jordan, je les vois, je perds totalement la boule. Mais en même temps, ils sont contemporains, quoi. J'ai l'habitude de les sexualiser depuis que je les ai découverts au cinéma. Voilà. Alors que eux, je pense que comme je les ai découverts, je dis eux parce que je mets Greg Kinnear et Bill Pullman dans la même catégorie, mais je les ai découverts à un âge où je ne sexualisais évidemment pas les acteurs. Et donc, ça me rappelle aussi un truc un peu sans sexe, comme on en parle depuis le Oui, début. innocent, quoi. Voilà, exactement. Innocent, qui est hyper plaisant parce que ça va au-delà de la sexualisation. C'est juste, je les aime trop, j'ai envie qu'ils me fassent un câlin, quoi. Et en même temps, maintenant que je suis adulte, je les trouve aussi hyper beaux gosses. Mais ça joue vraiment sur tous les tableaux. Et en plus, Bill Pullman, il est encore beau aujourd'hui. Quand tu le vois dans, comment ça s'appelle, la série dans laquelle il était, là? The Sinner. Dans The Sinner, il est sexy aussi. Il a une barbe poivre et sel et il a une très belle voix. Enfin, juste Mamma Mia, quoi. Ok. Il y a plusieurs scènes de rapprochement entre lui et Lucy, qui, au lieu d'être au chevet, donc de elle, son fiancé, lui, son frère, se baladent dans Chicago C'est clair. et ont des moments très romantiques. Ça t'a bien plu, je crois? Bah oui, et puis d'ailleurs, ça me faisait penser à la conversation qu'on avait eue sur Le Patient anglais, où il se balade sous la neige, sur un pont. Oui. Donc c'est vrai que tout de suite, c'est des images qui paraissent à la fois familières, parce qu'il y a l'atmosphère de Noël, le pont, tout ça, mais avec un casting que je connaissais pas. Et donc ça fonctionne très très bien, c'est très charmant et rassurant. T'aimes bien ça, hein? Oui. C'est trop bien. Mais pourquoi je parle comme un mélange entre un Muppet Et un enfant? et un enfant de 5 ans? Qu'est-ce qui se passe? Bah, je crois que c'est le côté régressif dont tu parlais. Hein. C'est ça. Fact is, you're not really Peter's type. Yeah, Jack. All right. Whose type am I?
Thank you. Ça me rappelle une autre scène et c'est un de mes tropes préférés. Ils sont en train de dîner avec toute la famille. Et en fait, quelqu'un dit à Lucy, tu veux pas trouver une meuf pour Jack? Et Lucy demande, c'est quoi le style de femme qu'il aime bien? Et lui répond, I like blondes, chubby ones. les petites blondes potelées. Donc le contraire de Sandra Bullock. Ouais. Tout de suite, sa petite sœur dit, mais pas du tout. You like brunettes? Toi, tu préfères les brunes. Et on comprend qu'en fait, il était en train de mentir pour prétendre n'être pas attiré par elle alors qu'il est très attiré par elle. Bon, elle avait compris avant, hein. Dès le regard qu'il fait, le petit silence avant de répondre, tu sais que... Oui, bien sûr. Mais De en toute fait, façon, dès qu'il pose ses yeux sur elle, on comprend qu'il est à fond. oui, bah oui. Il y a plein d'autres comédies romantiques qui font ça, où tu demandes à quelqu'un quel est son style de femme ou d'homme et ils prétendent que c'est quelque chose d'autre pour ne pas se trahir face à la personne dont ils sont vraiment amoureux. Et j'adore les scènes comme ça. Bah, moi, je l'ai fait plein de fois. Moi, Mais ça me oui. rappelle un trope de la vraie vie. Pour noyer le poisson. Par exemple, dans Orgueil et Préjugés, quand elle rencontre la petite sœur, il y a un truc qui est un peu similaire où elle dit « Ah, j'ai beaucoup entendu parler de toi », alors que lui, il ne laisse rien paraître. Et tu comprends qu'en fait, elle occupe beaucoup les pensées de Monsieur Darcy. Et ça, c'est hyper savoureux. Mais en tout cas, les scènes romantiques entre les deux t'ont bien plu, je pense. Juste, en fait, les deux sont tellement charmants que je peux les regarder faire n'importe quoi. Et ils ont une très bonne alchimie. Oh, no. Look at this. Idiot has blocked me in. But I told you not to park that close. Hey, check the meter. See what time. It's 6 o'clock. They can pretty much stay here all night if they wanted to. All night, huh? Good night. You just gonna leave me here with the truck? Basically, yeah. Well, maybe I ought to walk you back. What for? For protection. Oh no, I'm fine. I'm okay. For me, I don't want to be here by myself. This is Chicago. Donc il y a plusieurs rebondissements après toutes ces scènes romantiques. Peter se réveille le jour du jour de l'an. Et en fait, on le convainc qu'il a de l'amnésie, parce qu'il ne se souvient pas de Lucy, évidemment, parce qu'elle n'existait pas. Donc il y a une amnésie partielle qui est quand même très pratique. Hein. Ouais. Et ensuite, Saul, donc le voisin qui, lui, sait que Lucy n'est pas vraiment sa fiancée, fait un petit speech à Peter en lui disant « Mec, ressaisis-toi, vois que c'est une meuf incroyable et saisis l'opportunité. » Et du coup, Peter la redemande en mariage, même s'il ne l'a jamais demandé en mariage avant. Et ce qui est marrant, c'est que on comprend quand même pourquoi elle dit oui toujours, alors qu'elle est attirée quand même par son frère. Enfin, toi, t'as compris pourquoi elle dirait oui? Encore une fois, évidemment, il faut suspendre son incrédulité, mais ça me pose pas de problème parce que on y est amené de manière très cohérente. C'est-à-dire qu'à ce stade-là, elle est coincée. Avec le personnage de Bill Pullman, elle sait aussi que ça va être très compliqué de revenir de son mensonge. Et c'est le mec qui lui plaisait depuis le début, sur qui elle avait développé un énorme crush. Une fois qu'il se réveille et qu'elle parle avec lui, il est plutôt charmant. En tout cas, suffisamment pour oublier son appartement un peu affreux. Et il est riche. Il est intelligent, elle s'est attachée à toute sa famille aussi, donc elle sait que c'est sans doute quelqu'un qui est quand même quelqu'un de bien. Et elle est toujours assez seule, elle n'a pas beaucoup d'autres personnes dans sa vie. Donc on peut totalement comprendre le cheminement, et puis surtout tu peux te dire, je dis oui et puis je verrai plus tard, mais au stade où elle en est, en fait, ça paraît pas totalement absurde d'accepter. Et puis elle vit déjà dans la peau de quelqu'un qui serait la fiancée de ce mec depuis plusieurs semaines, donc pourquoi pas aller jusqu'au bout. Donc c'est vrai que c'est une absurde. semaine en vrai, hein, parce que c'est entre le 25 et le jour de l'an. C'était le jour de Noël qu'il est tombé. Ouais. Ah d'accord. Je pense que dit comme ça, c'est totalement absurde. Mais dans le film, ça fonctionne. C'est ça qui est assez incroyable avec ce film. Il y a une scène, en fait, qu'ils ont calée là pour un peu nous vendre le fait qu'elle veuille quand même épouser Peter, ou en tout cas qu'elle aille jusqu'à l'étape du mariage avec lui. Elle parle avec son boss, qui est aussi sa figure de mentor et de meilleur ami dans le film. Qui est le meilleur ami noir. Hein. On commence à en voir pas mal dans les films. Oui, dans les comédies romantiques, en règle générale, des années 90, c'est un trope qui est très, très présent. Et il lui dit, mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Ça va pas, t'es pas amoureuse de Jack, enfin, j'ai rien compris, en plus tu leur as menti, et là tu vas épouser son frère Peter. Et en fait, elle lui dit, non, je suis pas folle, en fait, j'en ai marre de travailler comme caissière dans le métro. Moi, un mec riche, beau, intelligent me propose de m'épouser et de m'emmener faire le tour du monde. Je vais pas dire non, en fait. Et la façon dont elle présente, elle là, ouais, en fait, c'est une opportunité. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que ce qu'on voit de sa vie, c'est pas non plus, ils en font pas des caisses dans le misérabilisme, mais on voit que c'est une vie qui est assez triste. Et c'est quelqu'un qui, compte tenu des circonstances, est plutôt lumineux et
est charmant, mais c'est vrai qu'elle aime pas trop sa vie. Et donc, on peut comprendre l'envie de s'échapper de la vie qu'elle a actuellement, surtout avec un mec sur qui elle a nourri un fantasme depuis assez longtemps. Bon, la scène du mariage arrive et là, évidemment, C'est génial. c'est génial. C'est tout ce qu'on veut. C'est tout ce qu'on veut parce qu'elle elle dit « I object », ce qui est très drôle. On Ouais, va c'est l'entendre. génial. Dearly beloved, we are gathered here today to join. I object. I didn't get to that part yet. I would have to object too. What about you? I'm thinking. What the hell is going on? C'est ça que j'aime vraiment, en fait, c'est la deuxième partie, parce qu'elle, c'est très très drôle quand elle dit « I object ». Et en fait, lui, encore une fois, il comprend tout de suite pourquoi elle objecte, en fait. Il y a une telle assurance dans l'attirance qu'ils ont l'un envers l'autre, et on peut quand même tenir un film de 1h30, 1h45 avec plein d'autres rebondissements et plein d'obstacles, mais sans qu'il y ait jamais de réel doute sur le fait qu'ils sont faits pour finir ensemble. Et ça, j'adore. Là, enfin, la scène, on arrive tout de suite au truc le plus essentiel. Et du coup, il n'y a pas vraiment de conflit. Jack, celui qui dit « I object » en deuxième, c'est Jack, et celui qui dit C'est Bill Pullman. Oui, c'est Bill Pullman. Et celui qui dit « je réfléchis », c'est Peter Gallagher, parce qu'il comprend pas trop ce qui se passe. Même lui aussi, en fait, on se rend compte que c'est pas trop un problème puisqu'il se souvenait pas d'elle 2 Oui, jours avant. non. Donc, en fait, c'est ça qui est génial, c'est que c'est un film qui règle vraiment tous les problèmes de manière hyper simple et sans bump, Sans remous, quoi. sans remous, ouais, sans heurts. Oui. Heurts. Et en fait, à ce moment-là, elle décide de faire une confession à toute la famille, de leur avouer qu'elle n'a jamais été la fiancée de Peter, qu'elle est amoureuse de Jack. I am in love with your son. I know. Not that one. Et tout le monde le prend hyper bien. Plutôt bien, oui, mais il y a tout un brouhaha, et le brouhaha est plus autour du fait que Jack a séduit celle qui pensait être la fiancée de Peter, plutôt que le fait qu'elle ait menti pendant des jours et des jours. En même temps, c'est parce qu'encore une fois, Sandra Bullock est extrêmement charmante, très touchante dans ce rôle, et que du coup, quand on la voit faire ce discours, c'est très émouvant. Elle leur explique qu'en fait, elle est seule et qu'elle a trouvé une famille et qu'elle est tombée amoureuse de tous, en fait, de toute la famille, et qu'elle a elle a eu envie de faire partie de leur groupe. Et c'est assez émouvant. I fell in love with you. You fell in love with me? No, yes, all of you. I went from being all alone to being a fiancée, a daughter, a granddaughter, a sister, and a friend. I might have saved your life on the tracks that day, but you know what? You really saved mine. You allowed me to be a part of your family, and I haven't had that in a really long time. Oh. Embrassez-vous. Anaïs voulait vraiment qu'ils s'embrassent pour en parler. Mais du coup, la famille accepte très bien la confession de Sandra Bullock, puisque peu de temps après, ils encouragent Jack, donc le personnage de Bill Pullman, à faire sa demande en mariage à Sandra Bullock, et ils se pointent tous d'ailleurs à la demande en mariage, ce que j'ai trouvé too much, mais bon. Ah, voilà, on est d'accord parce que sur le coup, bon, on va entendre ta réaction à cette scène. En gros, ils arrivent alors qu'elle est à sa caisse de métro. Au lieu de lui jeter un jeton pour passer, il lui jette une bague de fiançailles. C'est mignon, quoi. Oui, et là, il est entouré de toute sa famille, et après, il lui roule une grosse pelle, voilà. Yes! Avec toute la famille, quoi. C'est clair. Oh bah, franchement, c'est trop bien. Mais quoi? Voilà, non mais c'est ça. J'ai aucune cohérence, hein, je suis désolée. Alors, ce que je trouve trop bien, c'est pas que toute la famille soit là, c'est ce que j'ai essayé d'exprimer plus tôt, c'est que toute la famille est passée très vite à autre chose, sur le fait qu'elle leur a menti sur son identité, et qu'elle a fait semblant de s'intégrer dans la famille alors qu'elle les connaissait pas au début, et qu'ils sont là, mais ouais, vas-y Jack, demande-la en mariage. Ça, je trouve ça génial. Après qu'ils soient là pour la demande en mariage, je trouve pas ça génial. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Ils sont là, fuck Peter. Épouse l'autre fils. Yes! Là, pour le coup, je suis constante. Oui, voilà. Non, après, le problème, c'est qu'ils finissent par se marier dans la scène d'après, quoi. T'en as marre des mariages. Hein. Ah non, mais vraiment, il faut que le complexe industriel du mariage cesse tout de suite, cette propagande. Ils peuvent juste se dire, on s'aime et on va faire des dates. Il y a littéralement le signe Just Married sur le métro. Et après, oui, ok, c'est mignon, mais vraiment, ça a mal vieilli. Hein.
Oui, bah, c'est ce qu'on disait quand on regardait le film. C'est une façon de dire ils vont rester ensemble, quoi. Parce Ouais. que dans cet univers-là, les divorces n'existent pas visiblement. Oui, c'est ça. Et on a vraiment besoin d'une certitude absolue. Et Bah, dans l'univers des comédies romantiques, oui, t'as envie de te dire qu'ils vont passer le reste de leur vie ensemble. C'est en tout cas l'idéal qu'on nous sert depuis oui, qu'on des nous années. vend. Ouais, Voilà. c'est ça. Donc bon, on est d'accord, hein, c'est un peu n'importe quoi, mais c'est pas grave, c'est un trope du genre. Moi, vraiment, ça me sort du truc. J'enlève une étoile. Bon, tout au long du film, il y a quand même un gros point qui est revenu plusieurs fois. Tu trouvais l'attente et l'absence de rapprochement entre Lucy et Jack, l'absence de rapprochement physique, frustrant. On en a déjà parlé du principe du baiser à la fin sur You've Got Mail, mais là, c'est revenu en puissance 1000. Vraiment, ça t'a vraiment dérangé. Est-ce que ça va encore se finir sur genre le premier baiser de toute leur histoire? C'est la pratique des blue balls, les comédies romantiques, oui, bah ça. très intense. J'en ai marre. On a marre de quoi? Je veux qu'ils s'embrassent. C'est horrible ces films. Je supporte pas ça en fait. Mais c'est trop frustrant. Qu'est-ce qui te frustre autant, Anaïs? Je sais pas. La meuf, elle vient d'ouvrir un carnet où elle avait pris des notes et après, elle me fait « Ah, je sais pas ». Il y a plusieurs choses, mais je pense que la frustration, elle est quand même voulue. Tu n'attends qu'une chose, c'est qu'ils s'embrassent. Donc, la réaction que j'ai, elle est pertinente et c'est juste que je pense que je l'extériorise de manière un peu plus colérique sur ton canapé que toi quand tu vois ces films-là. Mais je pense qu'au fond, on ressent la même chose, c'est-à-dire qu'on attend qu'ils s'embrassent. C'est juste que moi, ça me fait perdre patience, alors que toi, tu trouves ça sans doute assez délicieux. Oui, bah surtout que je sais qu'ils vont s'embrasser, en fait. C'est même pas parce que je l'ai vu, c'est parce que je connais les règles du genre. Je sais exactement ce qui va se passer à la fin, en fait. Je pense quand même qu'il y a d'autres films où il y a des rapprochements physiques. Oui, bien sûr, mais ça dépend de l'intrigue, en fait. Et je pense que cette frustration-là, enfin en tout cas dans While You Were Sleeping, je pense que c'est un signe du fait que le film fonctionne sur moi, parce que j'étais vraiment hyper contente pendant tout le film et donc je voulais vraiment qu'il y ait un rapprochement, mais je trouve pas que ce soit un défaut du film. Par contre, quand j'ai essayé de réfléchir aux films romantiques que j'aime le plus, et notamment aux rom-coms, c'est peut-être pas les meilleurs, mais je me suis rendu compte qu'il y en a beaucoup que j'aime où en fait il y a un rapprochement, comme The Proposal ou Prête-moi ta main. Ou... The Proposal, ils s'embrassent pas avant la fin. Hein. Mais ils font semblant d'être en couple pendant tout le film. Et donc, je pense que ça atténue un petit peu le côté frustrant parce que ce qu'on attend, c'est pas qu'ils se mettent ensemble, c'est que leurs sentiments rattrapent leurs actes. Et dans Prête-moi ta main, c'est un peu pareil. Enfin, c'est un peu comme The Proposal, quoi. C'est là, on fait semblant d'être ensemble et en fait, on tombe amoureux à ce moment-là. Prête-moi ta main, le truc. Avec Alain Chabat et Charlotte Gainsbourg, j'aime bien ce film. Ouais, et j'avais trouvé hyper charmant. Ou par exemple, moi j'aime beaucoup La Dame du Vendredi, His Girl Friday de Howard Hawks. Et c'est un couple qui est divorcé, qui n'arrête pas de se chamailler, mais donc il y a déjà une tension sexuelle très vive parce qu'ils se connaissent déjà par cœur. Et donc, il y a déjà un rapprochement d'une manière ou d'une autre. Et je pense aussi que le fait que toi, tu les aies découverts souvent à un plus jeune âge joue énormément. Oui, oui. Et le fait que je les découvre à l'âge adulte fait que je projette tout de suite un besoin de rapprochement physique. Et ça dépend vraiment de aussi notre rapport à la sexualité. Tout le monde n'est pas obligé de vouloir du sexe dans les films, etc., ou dans la vie. Mais je pense que j'attends tout de suite ça, alors que celle que j'ai vue quand j'étais plus jeune, ça me dérange pas du tout. Par exemple, Comment se faire larguer en 10 leçons ou The Wedding Planner. Je pense pas qu'il y ait plus de rapprochement physique entre eux. Comment se faire larguer en 10 leçons, si. Parce qu'ils sont en couple. Oui, ils sont en couple. Donc, il y a des dates. Elle veut pas coucher avec lui, mais ils couchent ensemble au final pendant le film, avant leur baiser final. Quoi. Ouais, donc ça, je pense que ça joue aussi sur ce que je disais. Mais je pense qu'il y en a d'autres. En fait, il y a un côté enfantin de l'époque où je les ai découverts, au Save the Last Dance, par exemple. Ah si, Save the Last Dance, ils couchent ensemble. Hein. Rapidement ? Pas rapidement, mais c'est pas à la fin. Save the Last Dance, ils s'embrassent à la moitié du film et après, elle a sa première fois avec lui. Okay. C'était mon film préféré en 4e. Ça prouve tout ce que je suis en train de dire, en fait, parce que c'est vrai que j'essayais de penser à des exemples et du coup, il y en a certains où je me disais, je pense que si je les aime malgré l'absence de sexe ou de rapprochement physique, c'est parce que je les ai vus à un plus jeune âge où j'en avais pas besoin. Mais en fait, visiblement, il y en avait aussi. Même Un homme et une femme, qui est un de mes films romantiques préférés, ils couchent ensemble dès le début. Et après, c'est les complications qui découlent de ça. Non, mais vraiment, je pense que c'est quelque chose que je recherche. En tout cas, tous les films romantiques que j'aime le plus, je pense qu'il y a cet élément-là dedans.
Quel était ton électrocardiogramme pour ce film ? Alors, en termes de romantisme, je trouve pas que ce soit particulièrement romantique. Genre, le patient anglais enfermé dans la voiture, c'est plus romantique. Ok. Mais en termes de ovaire carbonisé, clairement, on est, je pense, bien à 8,5, 9 sur 10, parce qu'il y a Bill Pullman. Mais si ça avait été n'importe qui d'autre, je pense que ça marcherait pas aussi bien. Donc, juste le casting est extrêmement bien réussi, parce que Sandra Bullock et Bill Pullman, ça marche très très bien. C'était Ami. Merci de nous avoir écoutés. Merci Anaïs. Merci Marie. Si vous voulez voir ou revoir While You Were Sleeping, le film est disponible en streaming sur Disney+. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Ami sur slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée. Dans le prochain épisode, Anaïs va me faire découvrir You're Next, un film d'horreur dont je ne sais rien, mais que je n'ai vraiment pas envie de voir en raison de son titre. Si vous découvrez ou redécouvrez ces classiques du cinéma en même temps que nous, partagez vos impressions avec nous sur les réseaux sociaux, ça nous fait toujours très plaisir. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire, ou vous pouvez nous hyper auprès de tous vos amis. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ami est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours. Production éditoriale, réalisation et montage, Aurélie Rodriguez. Musique, Victor Benamou. Comporte des scènes avec consommation de tabac, classé 9 ans et plus. Attention. Ouais, je l'ai vu à peu près autour de cet âge. I don't know what to do. J'en ai fait exactement la même tête. Je crois qu'il y a une petite option quand même. C'est clair. La solution me paraît assez simple, Sandra, quand même. Anybody that I could laugh with. Non, on a l'une et l'autre. Mais j'étais là, elle peut pas rire avec lui non plus, hein, parce qu'il est dans le coma. Donc, Elle a des attentes un peu élevées pour quelqu'un qui est dans le coma. D'après ce que tu m'as dit, je m'attends. Enfin, tu veux qu'on fasse les attentes Ouais, non, mais vas-y, déroule. Hein. J'ai rien prévu. Disney a approché John Turteltaub. Turteltaub. C'est très difficile. Tortue Tub. C'est pas compliqué. Turteltaub.